Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre magazine Le Point qui reçoit pour vous Monsieur Don de Dieu Misélé. Il est analyste politique. Bienvenue, Monsieur Misélé. Merci, Monsieur Alain Boma. Je vous connais journaliste et maintenant je vous présente analyste politique. Ces basculements de journaliste en politique, quelle est la motivation? Bon, je ne souhaite déjà pas d'abord, je commence par saluer les téléspectateurs qui vont nous prêter de leur attention pour que nous puissions nous entretenir avec eux pendant un temps. Et merci à vous également de l'invitation. Je vous en prie. Je n'emprunte pas votre vocabulaire des basculements, vu que l'analyse politique est à la portée de tout le monde. Tout celui qui a un souci majeur de la patrie ou de son pays peut s'intéresser à la politique. Il y a un adage qui dit d'ailleurs que si vous ne vous intéressez pas à la politique, celle-ci s'intéressera à vous. Nous nous sentons déjà intéressés par la politique depuis des années et nous avons été dans les rouages politiques en tant que journalistes aussi. Bon, il arrive aussi un temps qu'on se dise c'est peut-être le moment d'entrer en politique activement ou de faire les choses autrement. Journaliste, je l'ai été depuis, je dirais même depuis que j'étais étudiant, parce que je faisais la concomitance entre la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et les journalismes que j'ai appris sur l'État. J'ai connu quand même des visages emblématiques de ces mondes de journalistes qui m'ont formé. Je citerai ici avec toute ovation Monsieur Dimanja Wimbi Charles. Je suis passé entre ses mains. J'ai obtenu une bonne formation. Ça, c'était pour les journalistes, les journalismes de l'audiovisuel, donc le journal télévisé. Et l'animation et autres avec des gens tels que l'honorable Serge Kaïmbe Modianvita, que je salue. Donc, j'ai été dans ces mondes de journalistes, même étant étudiant en droit. Et quand j'ai fini, je me suis lancé dans les journalismes proprement dit, parce que j'avais obtenu mon diplôme de licence, il fallait intégrer la rédaction du journal. J'ai intégré la rédaction du journal, j'ai été reporter comme vous, Monsieur Alain, j'ai été présentateur comme vous, Monsieur Alain. Et il est arrivé même un moment où j'ai gravi les échelons, j'ai été même directeur d'information et j'ai même géré la chaîne. Alors pour moi, je me dis que le temps est passé, il faut peut-être voir les choses autrement. J'ai créé une agence en communication pour communiquer autrement, une agence qui est spécialisée sur un magazine qui a... L'intitulé du magazine The All en anglais, comme ça veut dire en français le tout. Et ces magazines englobent également le tout. On parle politique, on parle religion, on parle économie, on parle santé. Le premier numéro, nous l'avons déjà eu, il a même été apparu. On a, bien que c'était sur commande, on a consacré ce numéro à un candidat député provincial, qui est un avocat, qui a pignon sur rue aussi, Emmanuel Otudiema. Nous avons parlé de lui dans ces magazines. Après, nous avons eu une deuxième commande spéciale consacrée à un pasteur de l'église de Bayanzambe. Mais nous avons tant d'autres commandes en gestation et on attend maintenant le moment propice pour que nous puissions sortir le numéro général qui va concerner pratiquement tout le monde. Bon vent à The Hall. The Hall va faire son temps en tout cas. Va faire son temps. Donc, si je comprends bien, M. Misélé, vous êtes sur les traces de Zachary Bababa Soué, d'Eliezer Ntambwe, qui sont journalistes, qui étaient journalistes, de Patrick Mouyaya, qui sont maintenant politiciens. Donc, d'ici quelques années, on vous verra député national ou provincial? Oui, si je garderai encore mes ambitions, j'ai toujours été pour ceux-là qui prennent les côtés positifs des choses. Dans la vie de quelqu'un, il faut voir les bons côtés, les copier, et s'il y a des côtés négatifs, en tout cas, passer outre. Ils me servent des exemples, ceux-là. Vous avez cité l'honorable Zachary Bababa Soué. Il garde son titre d'honorable parce que c'est un titre à vie. On prend l'honorable nouvellement élu
Eliezer Tamboué, c'est des gens qui ont fait la presse. C'est vrai qu'il y a eu des méfaits, et il y a aussi des côtés positifs qu'il faut reconnaître. Kinshasa a parlé de l'honorable Zakari Barabas pendant un temps. Kinshasa a parlé, la RDC a parlé d'Eliezer. D'ailleurs, c'était l'honorable le plus élu, ou les mieux élus de la Lukunga. Donc, pour dire que les journalistes n'est pas un petit monsieur. Les journalistes, c'est un grand monsieur. Il suffit seulement de faire bien les choses. Il suffit seulement de garder une très bonne image de soi. La crainte, c'est quoi, M. Michel? Ouais. Que tous les journalistes, finalement, surtout ceux qui sont chroniqueurs politiques, la crainte, c'est que tous ces journalistes finissent par devenir politiciens. Mais qu'est-ce que vous laissez dans le métier, dans la profession? Bon, déjà que ce n'est pas un péché aussi, si quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps dans la politique ait aussi en lui ses désirs ou cette passion de faire la politique. Mais la motivation, c'est ce qui compte. On le fait, est-ce que pour gagner sa vie? On le fait, est-ce que parce qu'on veut gérer autrement les choses? On le fait, est-ce que parce qu'on a un but ou un agenda caché? La question reste pendante. Mais moi, je crois. Parce que, étant aux côtés des politiques, on le voit fonctionner, on le voit agir. On peut se dire par moment, mais ici, si c'était moi, peut-être que je ferais mieux. J'ai une certaine expérience dans cette matière donnée et je me vois bien le faire. Peut-être pas plus que lui, mais je me vois le faire aussi. Et pourquoi pas? Donc, je ne pense pas que ce soit un péché si les journalistes basculent en la politique. Ils sont là, ils sont dans le rouage, ils sont dans ces mondes politiques et cette profondeur les appelle aussi. Mais nous avons l'impression qu'une fois ces journalistes devenus politiques, ils oublient même ses confrères d'antan. Ils ne font rien pour la profession. On a eu l'honorable Patrick Mouyaya, Geneviève Inagozi, pour ne citer que ceux-là. Ce sont des politiques avérés aujourd'hui, chevronnés. Mais la presse aujourd'hui, quel avenir pour la presse? Je crois que le problème, ne réside pas au niveau de ceux-là qui sont activement politiques aujourd'hui. Le problème, c'est d'abord le monde des journalistes lui-même, ou soi-même si vous voulez. Il y a beaucoup de choses à arranger. Comme quoi, par exemple? Il y a beaucoup de choses à arranger. Je ne suis vraiment pas d'accord quand on fustige le fait selon lequel il y a des moutons noirs dans la profession. Les moutons noirs, oui, il peut, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que mouton noir, c'est lui qui n'a pas fait l'IFASIC, ou c'est lui qui n'a pas fait les sciences de communication d'information. Et mouton noir, c'est seulement celui qui ne fait pas bien les choses. Je connais de ceux-là qui sont allés à l'IFASIC, je connais de ceux-là qui sont allés dans les instituts, pour ne pas être focalisés sur l'IFASIC en soi, qui sont allés dans des instituts de sciences en communication, mais qui se comportent de manière absurde dans cette profession. C'est un travail qui doit d'abord intéresser la personne elle-même. Et ce travail va pousser la personne à garder son image à lui. Je prends le phénomène Tembe-Tembe par exemple. Ça se fait dans... on le retrouve ça veut dire dans, quoi Tembe-Tembe? Tembe-Tembe, c'est-à-dire celui qui n'a pas un organe fixe, un média fixe, mais qui se présente comme journaliste. Et il est là, en quête d'information, on lui donne l'information, mais il ne sait où la rendre ou la publier. Et d'ailleurs, chose qui cloche, c'est que quand, en quête d'information, il attire la sympathie de son interviewé, qui le motive en termes de reconnaissance ou de transport, qui attend le soir que son information soit publiée, soit divulguée, diffusée, et bien voilà, on lui dit non, vous êtes tombé entre le mains d'un Tembe-Tembe. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'organe pour diffuser cette information. C'est là que les bas blessent. Et ça, maintenant, on essaie de mesurer les journalistes par cet aspect de choses. On pense que tout journaliste peut être pris ou être considéré comme Tembe-Tembe.
C'est un problème. C'est un problème aujourd'hui. Alors que cette affaire doit être arrangée de par la structure des journalistes qui est l'UNPC. Parce qu'on a un chef à la tête de cette UNPC. Mais là encore, il y a un problème. Lesquels? Quand celui qui est censé chapeauter la structure s'est fait passer un moment pour un politique ou a des accointances politiques, c'est là aussi le problème. Il y aura le favoritisme. Pour ceux-là même qui ne sont pas censés être journalistes, mais vu qu'ils sont de son obédience, ils sont favorisés. Mais pour ceux-là qui font de manière étroite et bien le travail, mais vu qu'ils ne sont pas de son obédience, ils sont marginalisés. C'est un problème. Alors, aujourd'hui, l'invitation est que l'UNPC doit revoir les choses. Et même quand j'apprends, par exemple, qu'il y a des journalistes qui ne font pas partie de l'UNPC, est-ce que vous allez me dire aujourd'hui qu'il y a des avocats qui ne font pas partie de l'ordre d'avocats? Vous allez me dire qu'il y a des médecins qui ne font pas partie de l'ordre de médecins? Mais si le problème, c'est l'UNPC en soi, cherchez un regroupement de journalistes qui va englober tous les journalistes. Et c'est par là que celui qui va obtenir peut-être sa carte des membres, c'est celui-là qui sera appelé journaliste. Donc, si je comprends bien, l'UNPC doit imiter un ordre, comme il y a l'ordre des avocats, des médecins, des architectes. Et pourquoi pas? Est-ce qu'être journaliste est moins qu'être avocat? Est-ce qu'être journaliste est moins qu'être médecin? Être journaliste est moins qu'être magistrat? Je pense que non, monsieur Alain. Et vous estimez que la mutation de l'UNPC à un ordre va permettre à ces... Ça arrangerait beaucoup de choses. Ça arrangerait beaucoup de choses. Ça fera en sorte que tous ceux-là qui ont la passion de devenir journaliste un jour se sentent aussi sécurisés. Ils seront à l'abri des traitements qu'on appelle tembe-tembe. Ils seront à l'abri de cette déconsidération. Ils seront à l'abri de ces manques de respect dont sont journalistes à longueur de journée. Je vais vous dire, monsieur Alain, oui. Ça se fait dans des ministères et dans des institutions étatiques, comme vous le savez. Vous y verrez un conseiller en communication être traité de moindre qu'un conseiller juridique, par exemple, d'un ministre, d'un homme d'État. Un conseiller en communication est celui qui participe même, qui doit d'ailleurs participer à l'élaboration, à la cuisine même interne de cette institution. Donc, s'il faut que considération il y a, il faut que tous soient considérés de la même manière. Mais vous verrez cette politique de deux poids, deux mesures dans beaucoup des structures. Les gros de pain, ce sont d'autres conseillers qui en bénéficient. Et le miette, c'est celle qui est accordée aux conseillers en communication. C'est là le problème. Le respect doit d'abord commencer par la profession elle-même. Si on est structuré, si on est organisé, si on est considéré nous-mêmes, c'est alors que cette fierté, cette considération va sortir de l'extérieur aussi. Monsieur Michel, nous allons aborder l'actualité avec l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Hier, lundi 15 avril, il y a eu une plénière au niveau de la Chambre basse du Parlement, plénière qui s'est terminée en queue de poisson. Comment vous analysez cette situation? Le problème est politique. C'est-à-dire? Le problème est politique parce qu'on entend dire qu'il s'agit de répartition des sièges sur 8 postes. Sur 7 postes, si j'ai bonne mémoire, oui, 7 postes, il y a, avec la configuration actuelle, un seul poste qui doit revenir à l'opposition. Le reste, c'est pour la majorité parlementaire. Alors que nous oublions, ou soit peut-être nous avons omis, qu'il y a un coin du pays qui n'a pas bénéficié des élections quand il y a eu installation du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il y a Yumbi, il y a Beni, il y a Butembo. Aujourd'hui que nous avons élection, et déjà d'ailleurs, pour revenir, cette répartition a été faite hormis ces 3 provinces de ce coin du pays.
Mais maintenant qu'il y a eu élection là-bas, moi je crois, hein, pour qu'il y ait élégance politique. C'est vrai que les intérêts sont égoïstes, les intérêts sont énormes, mais je crois pour qu'il y ait élégance politique dans ces pouvoirs que nous appelons pouvoir des cohabitations, plutôt dans des coalitions. Oui, pouvoir des cohabitations ou des coalitions si vous voulez, il faut qu'il y ait cette élégance. Et là, peut-être, c'est du côté de la majorité parlementaire que je demanderais ainsi, mais qui ne doivent non plus faire cadeau à l'opposition. Parce qu'eux, ils se sont battus. Quand je parle de majorité parlementaire, je vois beaucoup plus le FCC. Le FCC battu depuis. Il a bien organisé ses élections au niveau de la présidentielle, au niveau de la législative, et il continue à y aller même au niveau des municipales. Ils n'avaient qu'un seul objectif, celui de gagner les élections. Et à tous les niveaux. Malheur à eux, Dieu n'a pas permis que la présidentielle leur revienne. Ils s'accrochent et ils se donnent autant d'énergie pour sauvegarder l'acquis des législatives nationales et provinciales. Il y a un petit problème. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a été investi au mois de février et il avait 3 missions: valider les mandats des députés nationaux, élaborer les règlements intérieurs et organiser l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La première mission a été accomplie, la seconde également. Mais pourquoi ne pas entamer directement à atteindre la 3e mission au lieu d'aller encore essayer ou bien chercher à valider les 15 autres, les 15 députés de Yumbi, tout ça? Pourquoi ne pas laisser cette validation au bureau définitif qui sera au bureau définitif. D'ailleurs, de par la Constitution, nous le savons, M. Alain, que le bureau provisoire n'a que 3 mois de fonctionner. D'ailleurs, les 3 mois, là, c'est encore exorbitant. Je crois que c'est 2 mois, beaucoup plus pour... Mais on a l'impression maintenant que pour permettre au bureau provisoire de rédiger les règlements intérieurs et de valider les mandats. De valider les mandats. Ce sont les 2 missions majeures qui sont octroyées ou assignées à ces bureaux provisoires. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Et ça ne date pas d'aujourd'hui en tout cas. On l'a connu lors des élections de 2011. Le bureau provisoire est installé. Le bureau est allé, si je ne m'abuse, ce bureau a fait 5 mois. Parce qu'il était en train de repousser les choses. La validation des mandats, on a pris à un seul, je crois, si j'ai bonne mémoire, tout un mois. En ayant 2 séances ou 3 séances ou 3 plénières, on peut, n'est-ce pas, valider les mandats. En ayant 2 séances, c'est vrai que le travail de la rédaction des règlements intérieurs peut prendre du temps, mais je crois, à mon humble avis, qu'avec 1 mois, tout au plus, les députés, s'ils se donnent à fond, tel que je le vois travailler à l'Assemblée nationale en commission, ils peuvent finir ce travail en ayant 1 mois. Mais quand on y va à faire 3 ou 4 mois, excusez-moi, monsieur Alain, je vais peut-être être dur avec cette phrase ou ces qualificatifs, qu'il s'agit que de la magouille, parce qu'on sait que après, si nous repoussons un peu les choses, il y a le frais de fonctionnement qui va venir. Aujourd'hui, il y a un problème. Est-ce qu'on doit d'abord valider les 15 élus de Beni, Yumbi, Butembo avant d'aller à l'élection du bureau définitif, ou on doit élire le bureau définitif et valider après? Mais est-ce que vous le savez qu'il y a déjà eu une date qui a été donnée pour qu'il y ait élection du bureau définitif? Je crois que ça date d'il y a 1 semaine, s'il faut qu'on fasse la rétrospection. Ça date d'il y a 1 semaine ou 1 semaine et demie. Est-ce que les élections à Yumbi, à Butembo, à Beni devraient déjà avoir lieu? Ou soit c'était peut-être pendant qu'il y avait élection là-bas. Mais on avait déjà tablé sur la date. Est-ce que les donnes ont changé? Non. Les donnes sont restées les mêmes. Mais pourquoi on doit attendre? Qu'est-ce que cela va ajouter d'abord? Qu'est-ce que cela va ajouter à nos 2 composantes? Je parle de la majorité parlementaire et l'opposition.
qu'est-ce que cela va ajouter? Si ça, une situation qui ne dit pas son nom, je crois que ça peut être le moment d'en informer à la population. L'opinion veut voir, parce que, monsieur Alain, les choses sont bloquées, les choses ne décollent pas. On attend un gouvernement. Les choses ne décollent pas, on attend un gouvernement, on attend un Premier ministre qui tarde à venir. On ne sait pas aussi qu'est-ce qui bloque la nomination de ces premiers ministres. C'est un problème. On attend l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est un problème. Et si vous avez des yeux pour voir comme moi, monsieur Alain, vous comprenez qu'il ne s'agit que d'un problème politique. Il s'agit que d'un problème d'intérêt. Moi, je ne veux pas de ça, mais celui-là veut de ça. Moi, je ne veux pas de ça, celui-là veut de ça. Moi, je veux de 5, celui-là veut de 10. Et on ne s'entend pas. Alors que la population, elle, souffre. Au cas où ces élections avaient lieu, il y a 2 candidats jusque-là qui se sont prononcés pour la présidence de cette chambre du Parlement. Là, vous parlez de quelle famille politique déjà? Du FCC, parce que c'est un poste qui sera réservé au FCC. Il y a Janine Mabunda qui a la carte qui sera présentée par le FCC. Il y a l'honorable aussi Henri Thomas Lokondo, lui qui va se présenter comme indépendant. Prenons le cas du candidat ou de la candidate que va présenter le FCC. Janine Mabunda Lioko. Mais en tout cas, si j'ai bonne mémoire, elle a été présentée au sein de sa famille politique. Si j'ai bonne mémoire, elle a été présentée au sein de son parti. Je crois même qu'il y avait une réunion au sein de son parti. On attend que ça soit, même ça a été officiel, parce qu'il y a même certains ténors de la majorité présidentielle ou du FCC qui sont passés à la télévision pour annoncer que c'était Mme Janine Mabunda qui était choisie comme candidat président de l'Assemblée nationale. C'est elle, même le ticket de la majorité présidentielle. Bon, je ne dirais pas que je connais personnellement la dame, mais bon, je sais qu'elle a été un moment ministre du portefeuille. Elle a été même la conseillère spéciale en charge des luttes contre les violences sexuelles aux côtés du président honoraire Joseph Kabila. Mais est-ce qu'elle a reçu l'équitus de toute sa famille politique? C'est là que les bas blessent. Est-ce que Mme Janine Mabunda est acceptée par sa famille politique comme un ticket de la majorité présidentielle? Est-ce que tout le monde a signé ou a donné son accord de principe pour que Mme Mabunda soit le ticket de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale? La question reste pendante. Mais si c'est le PPRD qui s'est dit que c'est ce parti politique qui va briguer la présidence et que le PPRD présentait Mabunda, je trouve mal que les autres membres du FCC puissent refuser le PPRD est en coalition avec d'autres partis politiques de la majorité présidentielle qui forment eux tous le FCC. Ils ont signé la charte à Kingakati. Ils ont signé la charte d'adhésion, ils ont signé la charte de fidélité. Et je crois, quand vous faites signer un document à quelqu'un, vous avez de la considération pour cette personne. Vous voulez l'avoir avec vous. Je crois qu'aujourd'hui, la famille de Joseph Kabila veut avoir les partis alliés du PPRD au sein du FCC. Alors, il faut écouter aussi ces partis-là. Ce ne sont pas des marionnettes. Ce ne sont pas des gens qui sont venus justement pour observer les choses. Non, ce sont des acteurs principaux aussi de cette famille politique. Et d'ailleurs, pour qu'on ne reste qu'au sein du PPRD, est-ce qu'elle a aussi, Mme Mabunda, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est-ce qu'elle a aussi bénéficié de l'accord de toutes ses ses amis, ses camarades du parti? Je ne pense pas. Parce que quoi? Il y a un problème aujourd'hui au sein du FCC. C'est un problème des primaires au sein de la famille politique. C'était ça ma question. Là, c'est un problème d'entente. Ça me poser la question de savoir comment sont prises les décisions au sein des partis politiques. Bon, je n'y entre pas en profondeur vu qu'il n'y a pas une règle établie pour prendre des décisions dans une famille politique. Mais je pense que les bons sens, parce que toutes ces structures-là sont régies par une seule loi. J'oublie peut-être l'énoncé ou l'intitulé de cette loi. Mais je sais que, vu qu'il s'agit d'un regroupement de personnes, d'un regroupement des membres, ils sont liés au premier élément qui est la confiance et la considération. Les FCC souffrent de primaires.
le FCC souffre d'entente au sein de sa famille politique. Les décisions ne sont pas prises par consensus. C'est par imposition. Les décisions ne sont pas prises. C'est vrai qu'aucune personne n'obtiendra l'unanimité, mais au moins, la majorité, c'est celle qui sera primée. Les choses devaient se passer comment, hein? Je ne m'érige pas ici en dehors de leçons, mais je crois que c'est ça l'élégance et c'est ça bien faire les choses. Vous prenez les gens qui répondent au profil que vous avez arrêté pour un poste donné. Il faut qu'il soit professeur d'université, par exemple. Il faut qu'il ait passé tout au plus 10 ans de fonctionnement ou d'activisme au sein du parti politique. Il faut qu'il ait brigué ou soit occupé des postes assez importants, soit peut-être ministre. Vous formez tous ces éléments, vous prenez tous ces éléments et vous le mettez en forme des profils et vous alignez au moins 3 ou 4 candidats qui vont répondre à ces profils et vous le faites soumettre à l'élection au sein de votre parti politique d'abord. Et cette personne qui sera élue, cette personne qui va bénéficier de beaucoup plus de confiance de ses camarades du parti, c'est cette personne qui sera présentée comme ticket de la majorité, ticket du FCC ou du PPRD. Mais quand les choses sont faites de manière anarchique, faites-les mois passés. Anarchique, c'est-à-dire? Si les choses doivent se passer de manière dictatoriale, où on impose, on se réveille le matin, on dit, ben, écoutez, je crois que pour tel poste, c'est M. Alain Mboma qui sera notre ticket de la majorité présidentielle, du FCC ou de notre famille politique. C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Parce que je ne suis pas du FCC. C'est un exemple. Alors qu'il y a des murmures, il y a des mécontents. C'est vrai que la personne ne recevra pas les quitus de tout le monde ou ne sera pas d'accord avec tout le monde. Tout le monde ne sera pas d'accord avec lui, mais au moins, si dans une échelle ou dans un nombre de 10 personnes, il y a 6 qui auront voté pour lui, et la personne sera présentée comme candidat, comme ticket du FCC. Mais s'il faut venir et on dit, ben écoutez, c'est tel, choisissez-les, c'est ça le problème. On risque de tomber dans ce qu'on a connu lors des élections présidentielles avec les fameux dauphins. Il y a eu des noms qui ont circulé. C'est vrai que ce n'était que des rumeurs, mais des rumeurs qui avaient quand même une parcelle de vérité. Et depuis l'annonce de Dauphin, depuis qu'il y avait des tractations pour le Dauphinat, on savait tel était prétendu Dauphin. Bon, c'est vrai que c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de la famille politique, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des indices qu'on ne sait pas passer outre. Mais quand on nous a amenés les dauphins Chadari, Monsieur Alain Mboma, aucun parti au pouvoir ne travaille pour perdre ses pouvoirs s'il faut faire la tautologie. Tout parti au pouvoir travaille pour le maintenir. Tout parti au pouvoir a même la possibilité. Nous avons il ne faut pas concevoir la phase. Il y a des partis, il y a des exemples légion à travers le monde. Et s'il faut qu'on reste seulement en Afrique, prenons l'Afrique du Sud. Ça fait combien d'années que seul le parti au pouvoir est en train de briguer la présidence? Le FCC en avait la possibilité. Mais pourquoi est-ce que Chadari n'est pas passé président? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mécontents au sein de la famille politique. Je vous dis, il y a des ceux-là qui n'ont pas voté pour Chadari, mais qui sont du FCC. Et vous craignez que la même situation se répète? On craint que la même chose se répète à l'Assemblée nationale. On risque de vous prendre comme un prophète de malheur. Hein? Heureusement, personne ne peut témoigner ici que j'ai une église où j'ai des gens sur qui j'impose le main. Non, je ne suis qu'un analyste. Et qui dit analyste, dit celui qui prévoit les choses. Mais le souhait est qu'on n'y tombe pas. Si les choses vont se passer comme ce fut lors des élections
des gouverneurs pour les comptes de l'FCC, je dirais Dieu merci. Parce que là également, il y avait crainte. Mais Dieu a été de leur côté. Jean-Denis Ngobila a été élu gouverneur. Aujourd'hui, Madame Janine Mabunda, selon M. Don Didier Misele, n'a pas beaucoup de chances d'être élue président de l'Assemblée nationale parce que sa candidature ou bien sa désignation n'a pas eu le consensus de tous les... Si Mme Janine Mabunda avait reçu la bénédiction de toute sa famille politique, je parle de FCC en général, il n'y aurait pas M. Henri Thomas Lokondo comme adversaire. Mais il n'y a aucune loi aussi qui empêche à... Ça n'empêche pas, il n'y a aucune loi qui empêche à M. Henri Thomas Lokondo de se présenter comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, mais les bons sens, l'attente, l'harmonie au sein de la famille politique ne nous exige pas à ce que là où un frère a mis ses pas, une sœur a mis ses pas ou a mis sa tête, que j'y mette aussi. Non. Là déjà on comprend qu'il y a un bémol. Là déjà on comprend qu'il y a un couac. Comment résoudre ça? Parce que ce problème ne se retrouve pas seulement au sein du FCC. On voit dans la plupart des partis politiques que les secrétaires généraux sont désignés, sont nommés par le président du parti, sans consentement, sans consentement. Ce n'est rien d'autre qu'une forme de dictature qui ne dit pas son nom. On veut dire les choses autrement. Est-ce que vous pensez que ce sera facile? Parce qu'on connaît la manière dont évoluent nos partis, où fonctionnent nos partis politiques. C'est le président national qui finance, c'est lui qui fait tout. Mais est-ce que vous trouvez cette personne-là qui finance, qui fait tout pour le parti politique et laisser ce pouvoir-là de désigner? Mais je crois que ça n'est pas le cas pour les PPRD, par exemple. Hein? Pour avoir travaillé aux côtés de ceux-là qui ont constitué le PPRD depuis longtemps, je crois que le PPRD, c'est un parti politique qui vit des contributions des membres du parti. Partout où ils sont, ils contribuent. C'est vrai, ça dépend aussi des postes ou des rangs de chacun. Vous êtes président, vous êtes directeur général d'une grande entreprise, par exemple, vous ne mettrez pas votre contribution de la même manière que M. Don Didier Misele, par exemple, qui est en train de se chercher encore. Hein? Ça, là, c'est quand même... les bons sens exigeraient que vous mettez un peu plus que moi. Mais même si c'est vous qui financez ces partis politiques, est-ce que c'est ceux qui sont habilités à être appelés, vos camarades de parti, doivent vivre la dictature parce que ils doivent être sous votre emprise parce que vous avez la main qui donne? Je pense que ce n'est vraiment pas une bonne chose. Les partis politiques doivent fonctionner en toute démocratie. La démocratie tant attendue, la démocratie tant évoquée pour le pays en général, doit commencer par nos partis politiques. Doit commencer à nos partis politiques plutôt. Les partis politiques doivent commencer par faire entendre leur voix et que ces voix-là soient prises en considération. Quand vous dites quelque chose et qu'on sente que vous êtes sur la lignée, donc pour dire vous êtes sur le bon chemin, il faut que votre voix soit prise en considération. Il faut que la base parle. Il ne faut pas que vous veniez, que vous commencez à dicter les choses à cette base. Non. Ce n'est pas, les partis politiques n'est pas un royaume. Bon, si vous voulez que ce soit un royaume, déclarez-les et on comprendra que là-bas, il n'y a qu'une seule personne qui décide. Là-bas, il n'y a qu'une seule personne qui dicte les choses, qui donne des injonctions et les autres sont appelés à exécuter. Élection des gouverneurs. Le dernier gouverneur sur les 24 a été connu hier. C'est le gouverneur de la province du Sud-Obangui, au Sankourou, où il y a eu report à une date ultérieure. Le Front commun pour le Congo a raflé plus de 20 sièges. Plus de 20 gouvernorats, voulais-je dire. Est-ce une surprise? Ce n'est pas une surprise, monsieur Alain Boma. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce n'est pas une surprise du fait qu'il y ait la moisson abondante au sein du FCC. Je félicite d'ailleurs les gouverneurs qui sont élus. Il y a certains que je connais, leur aptitude, leur force, leur façon de travailler. Et ici, il faut maintenant saluer, c'est ce que moi j'apprécie, la maestria, c'est ce
C'est comme ça que j'appelle la maestria de Joseph Kabila Kabange. C'est là qu'il est maestro, c'est là qu'il est coach. Il a su fédérer ses troupes. Il a su le mettre ensemble avec peut-être, je n'affirme pas, avec peut-être un mot, il lui a été obéi et les députés provinciaux de ces entités ont voté pour le ticket FCC. Les tickets FCC. Nonobstant tout ce qu'on rencontre, nonobstant tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, il y a eu séquestration, il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des faits avérés? Non. La seule chose que nous savons, c'est que le FCC a commencé à préparer ces élections depuis longtemps. Je vous l'avais dit au début de l'émission. Non seulement la présidentielle, mais tous les niveaux où il devait y avoir des élections, les FCC s'est préparé. Et aujourd'hui que les FCC brigue plusieurs postes de gouverneurs, à lui seul, pour moi, ça ne me surprend pas. Alors que l'UDPS, les Caches, la Mouka étaient dans les futilités, excusez-moi de le dire, on est ici à tel point parce qu'on discute encore pour celui qui va être les candidats de l'opposition à la présidentielle. Ils se sont focalisés que sur ça, alors que le FCC, lui, voyait toutes les élections possibles. Dites-moi, ici à Kinshasa, en dehors peut-être de M. Laurent Batumona, qui a fait parler de lui à Kinshasa, qui a fait un peu parler de lui à Kinshasa, qui a encore fait parler de lui comme Gentini Ngobila et Deo Kasongo, bien qu'il n'a pas été élu. Vous oubliez que les grands électeurs sont les députés provinciaux. Mais bien sûr, et les députés, les députés reçoivent l'influence où? Qui ont élu les députés? N'est-ce pas que c'est la base qui a élu les députés? N'est-ce pas que sur la ville de Kinshasa, beaucoup sont mécontents de l'élection de Gentini Ngobila? Monsieur Alain Boma, personne ne recevra l'unanimité dans ce monde. Même Jésus-Christ étant venu sur terre, il a sauvé l'humanité, mais à la fin, il y a de ceux-là qui l'ont traité de Belzébul. Il y a de ceux-là qui l'ont pris pour un monsieur qu'on devait abattre. C'est-à-dire, aucun gouverneur aussi ne sera accepté par tout le monde. Mais l'essentiel, c'est de voir en l'homme les capacités de faire quelque chose, de changer les choses. Est-ce que Gentini Ngobila est capable de changer des choses à Kinshasa? Je dirais oui. Vous savez, l'état actuel de la ville de Kinshasa doit être comparé à l'état de chacune de nos maisons. Si vous sortez de votre maison et que vous avez peut-être une route asphaltée devant chez vous, vous voyez des nids de poules, vous voyez le macadam en désuétude, vous voyez les immondices le long de votre avenue et vous sortez en toute quiétude. Vous prenez votre véhicule, vous sortez, vous remontez les glaces, vous allez à votre travail, vous revenez le soir tranquillement. Dites-vous, monsieur Alain Boma, que vous avez un problème personnel. Mais, pour avoir vu comment Gentini Ngobila a travaillé, Ayumbi, il a encore des contentieux. C'est pourquoi je vous dis ici, monsieur Alain Boma, moi je ne me fie pas aux spéculations. Je ne me fie pas aux racontars. Ceux-là qui me connaissent, vous personnellement, vous savez que moi, il faut m'amener des preuves. Moi, il faut m'amener des faits avérés. Quand vous me dites, oui, il y a eu telle chose, alors que le civilement responsable était M. Gentini Ngobila, je vous dirais, merci, vous avez raison. Mais si ça ne réside qu'au niveau des racontars et des spéculations, je préfère donner ma langue au chat. 20 provinces. Plus de 20 provinces raflées par le FCC. Et pourtant, il est en coalition avec le Cache. Donc le FCC absorbe le Cache. Mais quel genre de coalition? Raison pour laquelle vous suscitez, les gens du FCC suscitent la colère des Cache. Monsieur Alain Boma, la coalition, c'est dans la gestion du pays, mais pas dans la conquête du pouvoir. Je vous ai dit ici, aucun parti politique ne travaille pour perdre les élections. Non.
Tout ce que nous subissons aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme fruit, ce sont le fruit sorti des élections. Les problèmes ont commencé là-bas. La distraction a commencé là-bas. Le manque d'attention a commencé là-bas. Et qu'aujourd'hui, ça ne nous surprenne pas que le FCC ait autant de gouverneurs, que le FCC ait autant de députés provinciaux, que le FCC ait autant de députés nationaux. Oui, c'est un travail de longue haleine qui a été fait. Et cela n'a rien à voir avec ces pouvoirs de cohabitation. Le pouvoir de cohabitation, c'est quand quelque chose qui nous appartient à nous deux, formellement, nous appartient à nous deux, alors je crois qu'ici, il faut une certaine attente. Il faut que les bons cœurs ou la bonne foi aussi soient appliqués. Bon, comme vous avez 10, donnez-nous au moins 4, prenez 6. Mais quand on exige sur quelque chose qui est de droit pour moi, je dois en avoir 8, je le sais parce que j'ai milité pour en avoir 8. Vous m'obligez à en avoir 6 parce que je dois penser à l'autre, alors que quand moi je faisais le travail, lui il dormait. Alors que quand moi quand je faisais le travail, lui il était en train de toaster le champagne. Et vous ne sentez pas, pas le problème. Vous ne sentez pas qu'il y aura un blocage dans le futur, dans un avenir proche? Il y aura blocage si seulement on le veut. Mais si on veut aussi que les choses se fassent de manière la plus transparente possible, ça va se faire. Il suffit que chacun garde sa bande. Il suffit que chacun reste sur ses gardes. Il suffit que chacun reconnaisse sa position. Oui, j'ai été perdant à tel niveau, j'accepte la part qu'on me donne. J'ai gagné à tel niveau, alors toutes ces parties m'est de droit. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et on va éviter des frustrations. Parce que quand nous sommes dans une lutte, vous et moi, monsieur Alain, derrière moi j'ai des gens, derrière vous, vous avez des gens. Il y a ceux-là qui sont derrière moi, qui me poussent, qui me stimulent, qui me boostent à aller de l'avant. Ils concentrent l'énergie, ils concentrent leur vie pour qu'on en arrive à un résultat, à un bon résultat. Ils doivent aussi me voir, moi, jouir de ce travail-là, non? Et ils seront eux aussi d'accord de bénéficier, et contents plutôt de bénéficier de ce que nous avons duré comme peine. Mais quand il faut commencer maintenant à m'exiger, parce que chez moi-même là, je n'ai pas servi à mes enfants, et que je dois voir le voisin, c'est là le problème. On finit d'abord de servir ses propres enfants, et ensuite on voit le voisin. C'est ça même. Et dans tout c'est ça même la charité. Dans tout ça, quel est l'intérêt de la population? La population veut seulement voir les choses avancer. Toutes ces guerres politiques, ça lui importe peu. Ce sont que des intérêts de politique. C'est vrai, la population, le pouvoir, n'est-ce pas, la politique, c'est l'émanation de la population. C'est la population qui donne le pouvoir à toutes ces politiques. La population attend des politiques congolais l'entente, qui s'entendent. La population attend des politiques la cohésion. Oui, donnez-vous des 10, donnez-vous des 4, mais nous voulons que les choses fonctionnent. Nous voulons qu'il y ait un ministre, un premier ministre. La population attend qu'il y ait des ministres pour que les choses marchent. Aujourd'hui, tout est bloqué parce que la politique est bloquée. La politique stagne et rien ne sait marcher. Lors de la législature précédente, on a eu à avoir beaucoup de problèmes au niveau des provinces entre le chef de l'exécutif et les députés provinciaux ou l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui qu'on a des nouveaux gouverneurs, aujourd'hui qu'on a de nouvelles assemblées provinciales, que faire pour que pareille situation ne revienne plus? Bon, vous savez, nous sommes un pays d'une jeune démocratie. La démocratie, nous sommes en train de la vivre petit à petit. Ce qui est sûr, l'effort doit être fait pour que nous puissions l'intérioriser. Et nous apprenons aussi petit à petit de ce qu'on appelle la démocratie. Ce n'est pas ce que les gens racontent
le long de journée à travers des émissions télévisées, à travers l'Internet, les réseaux sociaux. Démocratie, démocratie. Démocratie, ça s'apprend. Démocratie, c'est toute une vie. Il faut que les gouverneurs évitent les erreurs de leurs prédécesseurs. Un gouverneur n'est pas un roi. Un gouverneur n'est pas un roi monarchique. Un gouverneur n'est pas un roi qui est là à dicter les choses. Un gouverneur est celui qui travaille avec ses administrés. Vous devez d'abord veiller sur l'intérêt des administrés. Et il doit travailler des connivences avec les députés provinciaux qui sont, eux, dans leur chambre parlementaire. Mais ce que nous devons éviter aussi chez les députés provinciaux, c'est ces ailes-là. Parce que, excusez-moi, vous et moi avions évolué pendant longtemps dans les domaines parlementaires. Nous savons ce que c'est un député provincial. C'est un monsieur qui se suffit à lui-même. C'est un monsieur qui se croit, excusez-moi, hein, tout permis. Mais heureusement, les choses changent petit à petit. Hein. On commence à se rendre compte qu'il a également des devoirs. Hein. Il n'a pas que de droits, il a aussi des devoirs. Il faut que les députés provinciaux évitent ce qu'on appelle les députés en général, vu qu'ici on est axé sur les provinciaux. Il faut qu'on évite des motions alimentaires. C'est ça aussi le problème. C'est ce qui met par moments les députés, les gouverneurs hors eux. Je suis là, vu qu'il y a 3 ou 4 députés provinciaux qui se coalisent, qui s'entendent et qui disent que ok, nous allons écrouler monsieur Alain Mboma s'il était gouverneur. Quoi, il faut lui créer une motion alimentaire. Cette motion va recevoir la signature de 3, 4, 5, 6 députés après. Et puis on va aller encore voir ces gouverneurs-là. Si vous ne nous donnez pas autant, nous allons garder cette motion. Et si les gouverneurs commencent déjà à débourser de l'argent pour ce genre de travail qui doit être fait de manière, qui doit être fait de soi par les députés provinciaux, c'est là qu'ils les auront entre ses mains. C'est là maintenant qu'ils vont commencer à les diriger. Je crois qu'ils doivent reconnaître en eux ce pouvoir-là donné par la population. Un député provincial n'est pas n'importe qui. Monsieur Don de Dieu Micélé, merci, le mission infinie. Oh, je me disais que j'étais dans l'abattoir pendant pratiquement 45 minutes. Je ne les ai pas vus passer en tout cas. 45 minutes. Je les ai pas vus passer. C'était un plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir était partagé, monsieur Alain Mboma, d'être votre interview. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.